How to use Wordly AI language interpretation as an attendee. First, click on whatever link or button your host has provided you. This will open up a tab in your browser for Wordly interpretation. As you can see, everything I'm saying is being captured and transcribed into English. We recommend resizing your browser so that it fits nicely along whatever video or slide content you have. Second, go to the language selector and choose any of 19 available languages that you would like to have the text translated into. Now, everything that's being said is being captured and translated into Japanese. If you have the right language accessibility pack, you can also listen to whatever is being said in your preferred language, simply by unmuting the speaker mic. テキストを翻訳してもらいたいこと。And that's how you use Wordly translation as an attendee. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ASHI, au webinaire d'ASHI par votre langage. Je m'appelle Dr Aziz Chentoufi, ancien président du comité ASHI International et je suis ravi d'être votre animateur aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Nous sommes très heureux d'accueillir nos conférenciers et compatriotes d'EMA Québec au Québec, Canada, qui partageront avec nous leurs connaissances et expertise. Mais avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques points logistiques. Ce webinaire est enregistré et sera accessible sur l'Université ASHI pour référence ultérieure. Après le webinaire, vous recevrez un courriel avec un lien vers un sondage. Remplir ce sondage vous permettra d'obtenir des crédits de formation continue pour votre participation. Nous aimerons beaucoup que vous participiez en posant des questions. Vous pouvez utiliser la fonction Q&A, questions-réponses, pour envoyer vos questions à tout moment pendant la session. Nous ferons de notre mieux pour en aborder le plus grand nombre possible au cours des 10 à 15 dernières minutes. Si nous manque de temps, assurez-vous d'inclure votre nom et votre adresse courriel afin que nos conférenciers puissent faire suivi avec vous par la suite. J'ai le grand plaisir de vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui, Dr Lucie Richard et FHI, est la directrice scientifique du laboratoire de référence HLA et HPA d'EMA Québec au Canada, avec plus de 30 ans d'expérience en immunologie d'HLA et plaquettaire. Elle a obtenu son doctorat en immunologie de l'Université de Montréal et siège à plusieurs comités nationaux et internationaux. Accompagnée du Dr William Lemieux, qui est le directeur scientifique en formation ASHI au laboratoire de référence HLA et HPA d'EMA Québec au Canada. Il a complété son doctorat en immunologie à l'Université de Montréal et mène actuellement des recherches postdoctorales en immunologie HLA et plaquettaire. Le micro est pour vous, Dr William et Dr Richard. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction et merci à ASHI pour nous permettre de présenter aujourd'hui les travaux que nous faisons ici. Donc, nous allons vous parler du HLA en tant que marqueur de population. Des objectifs de cette rencontre sont de connaître la diversité génétique dans la province du Québec et de voir l'impact des forces populationnelles sur cette diversité. Deuxièmement, de se familiariser avec les outils et les pratiques en génétique de population et de comprendre l'importance de l'équité dans les opérations de registre. Suivant. Bon, la première étude de population que nous avons fait date déjà de 2012 environ. Et la raison pour laquelle nous avions décidé de faire cette étude-là est que nous avions de la difficulté avec nos patients en attente de greffe de cellules souches.
La grande majorité de nos patients sont caucasoïdes, sont de descendance européenne en grande partie. On a seulement environ 16% de nos patients qui ne sont pas de descendance européenne. Donc, on s'attendrait à ne pas avoir trop de difficultés à trouver des matchs sur les différents registres internationaux. Par contre, ce qu'on voit encore actuellement, c'est que 50 à 60% des recherches que nous faisons pour trouver des donneurs de cellules souches pour certains de nos patients sont extrêmement difficiles et de 30 à 40% des patients que nous avons ne trouvent aucun donneur compatible à travers les registres suivants. En fait, le processus qu'on emploie pour la recherche de donneurs non apparentés est assez simple. On cherche au niveau du registre québécois qui actuellement compte environ 57 000 donneurs, mais on cherche aussi à travers le registre canadien qui compte plus de 480 000 donneurs et en même temps à travers tous les registres internationaux qui, eux, totalisent plus de 40 millions de donneurs. Donc, de ne pas trouver de donneurs à travers toutes ces possibilités-là, c'est un problème et d'avoir un 30 à 40% de recherche infructueuse, c'est énorme, c'est pas acceptable, c'est un taux qui est beaucoup trop élevé. Donc, nous avons voulu comprendre un peu mieux pourquoi on avait autant de difficultés à trouver des donneurs pour nos patients et évidemment, on a voulu comprendre la composition HLA. Donc, pour comprendre la composition HLA d'une population, pour faire une étude de population, ben, il faut comprendre cette population-là, il faut savoir d'où elle vient. Donc, il faut remonter dans le temps pour voir qu'est-ce qu'elle a subi comme pression populationnelle et qu'est-ce qui est arrivé à cette population. Donc, au départ, le Québec est un vaste territoire qui était peuplé par les Premières Nations. Alors, on a plusieurs Premières Nations qui occupaient l'ensemble du territoire de façon parfois nomade, parfois sédentaire, mais les Premières Nations étaient là. Suivant. Ensuite est arrivée différentes vagues d'immigration, de colonisation, d'envahissement, on peut l'appeler comme on veut. Ce sont des peuples qui viennent d'ailleurs et qui sont venus s'installer au Québec, qui sont venus coloniser le Québec. Donc, la première vague a été la vague des Français, principalement du nord de la France, qui est arrivée. Oh non, je m'excuse, j'ai oublié, j'ai passé par-dessus les Vikings. Donc, il semblerait que vers l'an 1000, les Vikings seraient venus s'installer sur la côte est du Québec et sur ce qu'on appelle la côte nord, sur l'estuaire du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, et qui seraient restés, en fait, qui se seraient intégrés plus ou moins aux populations locales qui étaient là. Ensuite, sont arrivés les Français. Donc, les Français ont colonisé assez massivement. Ils sont débarqués et ont voulu prendre le territoire, donc vers 1600. Ensuite, vers 1760, les Anglo-Saxons, donc les Britanniques, sont arrivés et ont aussi colonisé, mais beaucoup plus vers l'ouest, vers le reste du Canada.
Ensuite, il y a eu différents événements, la guerre d'indépendance aux États-Unis, etc. Donc, on a eu un certain envahissement des Américains. Il y a eu beaucoup de loyalistes qui sont montés au Québec. Et pour ceux qui sont pas au courant, Montréal a déjà été une ville américaine pendant près d'un an. Alors, et oui, même dans ce temps-là, les Américains voulaient acquérir notre pays. À la suite, il y a eu aussi d'autres événements en Europe, des guerres, des famines qui ont fait que plusieurs populations de différents pays sont venues s'établir au Québec. Donc, notre population a été modelée par toutes ces arrivées-là et cet amalgame de différentes populations-là. Et on peut imaginer que dans le temps, quand les premiers colons sont arrivés, ils n'ont pas conquis le territoire au complet. Alors, ils se sont principalement positionnés le long du Saint-Laurent parce que c'était une voie qui était facile d'accès et ça leur permettait de pouvoir voyager sur toute l'année. Parce qu'il faut comprendre que le Québec, dans le temps, avait des hivers extrêmement rigoureux. Et les petits villages qui n'avaient pas accès aux grandes routes étaient carrément isolés. Donc, avec le temps, les gens se sont établis et ont cherché à aller un petit peu plus loin dans le territoire. Et il y a eu des villages qui se sont posés à des endroits un peu plus difficiles d'accès. Et encore là, pendant l'hiver, certains villages étaient totalement coupés des autres populations pendant facilement 8 à 9 mois. Donc, c'est assez particulier et ça a créé une espèce de confinement. Encore aujourd'hui, dans certaines régions, on a un taux de consanguinité qui est extrêmement élevé dû à cet isolement-là. Donc, il faut en tenir compte. En fait, aussi, il n'y a pas que le climat qui a joué un rôle dans l'isolement de la population, il y a aussi la langue. Parce que dans le temps, les gens se mariaient pas avec des gens qui parlaient une autre langue. Donc, les Français ne se mariaient pas avec les Anglais. Donc, c'était vraiment séparé. Il y a eu la religion aussi qui a beaucoup séparé les populations. Et la distance physique entre les différents villages. Comme je disais, le Québec est assez vaste, c'est un territoire vaste. Donc, il faut comprendre que quelqu'un qui reste à Gaspé ne côtoie pas nécessairement quelqu'un qui reste à Montréal. Donc, tout ça a fait en sorte que la population a évolué de façon différente d'une région à l'autre. Suivant. OK. Donc, dans nos origines, on compte différents pays d'origine et il y a Gagnon et collaborateurs qui ont fait des études assez intéressantes pour déterminer l'imprégnation génétique des différents pays sur notre génétique actuelle. Et ce qu'on peut voir à travers ces études-là, c'est que bon, notre code génétique est en grande partie
provenant de France. Par contre, dépendamment des familles, on peut retrouver d'autres origines à travers les familles. J'ai mis une flèche au niveau des Autochtones, donc les Premières Nations qui étaient là bien avant les Français, font partie de notre pourcentage génétique. Par contre, ils ont été évalués à 0,2%. Mais dans les articles qui sont cités ici, on doute un peu de ce chiffre-là et on pense que c'est en réalité un peu plus élevé parce que il y a au moins 50% des Québécois qui vont dire d'emblée qu'ils ont au moins un ancêtre provenant des Premières Nations dans leur généalogie. Donc, on pense que le 0,2% est un chiffre qui a été sous-estimé. Suivant. OK. Donc, maintenant qu'on a fait un tour sur notre population et ce qu'elle a subi un peu comme stress, on peut regarder le territoire. Le territoire est relativement vaste et il est séparé en différentes régions. Donc, pour faire l'étude, on s'est dit que ce serait intéressant de conserver ces régions-là, d'autant plus que les codes postaux sont répartis par région. Donc, ça donne une certaine facilité à localiser des individus qu'on regarde dans l'étude. On a décidé de faire l'étude de population. Donc, il y a différentes façons de faire une étude de population, mais nous, on a décidé d'y aller avec les données du registre de donneurs de cellules souches parce que c'était relativement plus facile et moins coûteux. Principalement, c'est les avantages. C'est sûr que ça apporte un certain biais, par contre, comme le fait de vouloir être donneur de cellules souches est un fait volontaire. Bon, ça va chercher un petit peu le fait volontaire dans la participation d'une étude de population. Donc, le biais peut être amoindri de cette façon-là. Et au niveau du comité d'éthique, c'est quelque chose qui a été très bien accepté. Donc, on a pris les données d'environ 13 000 donneurs qui étaient typés en biologie moléculaire pour le HLA A, B et DR. À l'époque, on faisait les typages pour la mise au registre seulement qu'en basse résolution. Donc, c'est ce qu'on avait pour démarrer l'étude. Suivant. Bon, ce qu'on a vu dans cette étude-là, qui était très intéressant, c'est que chacune des régions était en équilibre de Hardy-Weinberg, sauf Montréal. Ça, ce que ça veut dire, c'est que chacune des régions peut être considérée comme une population. Par contre, lorsqu'on regardait la province du Québec au complet, dans son ensemble, la province était en déséquilibre. Donc, c'est comme si chacune des régions correspond à une population, mais l'ensemble du Québec, lui, ne peut pas être considéré comme une seule population. Donc, le Québec est composé de différentes petites populations. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la diversité génétique était de 10 à 100 fois plus basse que normalement observée pour le HLA. Et ça, comme je le mentionnais d'emblée, quand on a parlé des populations, c'est probablement dû aux effets j'ai juste le terme anglais, bottleneck, hein? L'effet fondateur. L'effet fondateur, oui. Dû à l'effet fondateur et l'effet de goulot d'étranglement au niveau du développement.
Il y a eu aussi certaines épidémies qui ont pu dévaster certaines régions. Donc, tout ça fait en sorte que, oui, notre diversité génétique est beaucoup plus faible que ce à quoi on s'attendrait. On a aussi un excès d'hétérozygosie qui dénote que la population bouge. Et bon, les haplotypes qui ont été estimés comme étant fréquents dans notre population sont différents des haplotypes qui sont rapportés pour être fréquents chez les caucasoïdes ou les personnes d'origine européenne. Donc, ça explique en partie le fait qu'on ait autant de difficultés à trouver des donneurs pour nos patients au Québec. Suivant. Ce qui est, pour ceux qui sont un peu plus visuels, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit que pour chacun des HLA, on a, si on met en graphique la distance génétique entre les régions, en fait, on a des régions qui sont extrêmement loin des autres régions, donc qui se démarquent statistiquement par leur composition HLA. Et ça, c'est intéressant parce que ça met en lumière certains faits que les populations ont subis au fil des années. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, qui ressort beaucoup ici, ont eu beaucoup d'isolement de population. Il y a eu beaucoup de consanguinité dans ces régions-là. Et bon, ça peut refléter ça et c'est extrêmement intéressant. Bon. Ce qu'on n'a pas dans cette première étude-là traitée, ce sont les Premières Nations. On n'a pas évalué quel était le rapport HLA et quelle était leur problématique non plus. On sait que les patients provenant de Premières Nations sont extrêmement difficiles à greffer. On a extrêmement de difficultés à trouver des donneurs pour eux et on ne sait pas pourquoi. Donc, on voulait refaire une deuxième étude et on a décidé d'inclure les Premières Nations dans cette deuxième étude. OK, donc, 10 ans plus tard, on voulait voir comment notre population bougeait. On voulait aussi se conforter avec ce qu'on avait trouvé dans la première étude, c'est-à-dire des régions extrêmement différentes d'autres régions, en fait, de composition HLA. Et on voulait voir si ça, on pouvait le répéter. Et là, je vais laisser la parole à William Lemieux, mon collègue, qui va continuer pour la deuxième étude et l'étude chez les Premières Nations. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Je vais prendre le relais ici. J'ai commencé, en fait, mon premier postdoctorat chez EMA Québec en lien avec justement ce travail-là. On m'a demandé d'analyser ces résultats-là et de générer des conclusions, de mieux comprendre. J'ai, dans le fond, une formation légère en bioinformatique. Ça m'a permis aussi de me perfectionner. C'est un peu ça. Donc, pour cette deuxième étude-là, on a décidé de cibler la période pour avoir des données en haute résolution, donc pour améliorer nos conclusions, donc de 2018 à 2021. Donc, 2018 étant l'année d'implantation du NGS au laboratoire et 2021 étant la date à laquelle les entrants au registre étaient validés dans notre système informatique.
Donc, c'est des balises qui ont été décidées comme ça. Donc, on a un certain nombre d'inscrits, donc qui ne représentent pas la totalité des 57 000 personnes qui sont sur notre registre, mais qui représentent ceux qui se sont inscrits durant cette période-là. Donc, on a 3 806 personnes qui sont réparties dans à peu près toutes les régions. Vous allez voir sur le graphique, il y a deux barres. Puis en fait, j'attire votre attention sur les barres qui sont en bleu, qui sont en fait le nombre par 100 000 habitants. Donc, c'est très important quand on fait une étude de population de considérer la représentation de notre échantillon. Donc, on veut avoir un échantillon qui a une taille suffisante, mais qui représente aussi notre population. Plus on a une petite population, plus notre taille d'échantillonnage peut être restreinte. Par contre, si on a une plus grande population, ben, ça peut nous prendre plus d'échantillonnage à ce niveau-là. Donc, c'est toujours quelque chose à prendre en note quand on fait une étude de population. Et au travers de la présentation, justement, je vais focuser ou je vais mettre l'emphase sur différents points comme ça qui sont, ben, à mon avis, très importants. Si vous voulez en débattre, ben, il y a toujours la période de questions. Donc, nos couvertures étaient suffisantes dans presque toutes les régions, à l'exception de 3 régions. Donc, la région 9, la région 10, la région 11. Je vais y revenir plus tard avec une carte. Mais ces régions-là sont très excentrées, donc sont plus éloignées des centres urbains. Donc, le recrutement est moins performant dans ces régions-là. C'est une question d'accessibilité. Malheureusement. À ressources infinies, c'est certain qu'on aurait plus de gens que ça, mais les choses sont ce qu'elles sont, surtout en période de contraction budgétaire comme en ce moment. C'est partout pareil, donc je suis certain que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on avait des nombres suffisants dans presque toutes les régions, donc sauf 3, ce qui est très intéressant. Une fois qu'on commence une étude de population, il faut se munir des bons outils. Donc, c'est là où je prends un petit peu de temps juste pour décrire un peu les outils qu'on a utilisés, qui sont peut-être un petit peu moins décrits dans d'autres présentations qu'on a données. Les outils que nous avons utilisés sont en fait l'outil qui s'appelle Generate de HLA.net, qui permet de gérer en fait les données avec des ambiguïtés. Donc ça, c'est une des choses dont je vais parler à la prochaine diapositive. Les ambiguïtés, c'est une chose qui est terrible en analyse de données, mais c'est quelque chose qui est inévitable en HLA, donc il faut apprendre à jouer avec. Le nombre d'outils qui permet de gérer les ambiguïtés est limité. J'ai mis l'autre qui permet de le faire aussi, qui s'appelle Aplomat, qui a été développé par l'équipe du DKMS, donc qui est une alternative à l'outil de HLA.net. Ensuite, on a aussi troqué. Donc, dans la première étude, il y avait eu beaucoup de nettoyage de données, traitement des informations, etc., qui était fait avec SPSS ou Microsoft Excel. Donc, cette fois-ci, plus mon expertise, je suis allé plus vers le langage de statistique R, qui est fait justement pour générer des statistiques. Donc, qui a permis, en fait, de simplifier, je vais en dire le terme en anglais, mais de simplifier les analyses et d'uniformiser aussi le traitement. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, dans le fond, uniformiser et documenter. Donc, c'est pas parce qu'on fait des traitements par ordinateur qu'il ne faut pas que ce soit documenté, que ce soit très bien détaillé. Donc, durant toutes mes analyses, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un cahier de route, où toutes les analyses sont répertoriées et qui me permet en fait de revenir en arrière et de voir, OK, quelles étapes informatiques est-ce que j'ai fait pour analyser mes données. Donc, ça permet d'assurer une traçabilité, d'assurer dans le fond, un niveau de soutien à un scrutin, donc qui permet d'être effectué. Donc, quelqu'un peut vérifier ce que vous avez fait et s'assurer en fait que vous n'avez pas d'erreur dans votre code, vous n'avez pas oublié une virgule, mis une opération conditionnelle à la mauvaise place. Et de bien documenter comme ça permet justement de s'assurer la fiabilité. Donc, si je mets l'emphase sur une chose, documentez ce que vous faites si vous faites une étude de population. J'ai listé aussi plusieurs packages, donc plusieurs outils pour le logiciel qui sont intéressants, qui sont là. Il y en a d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ensuite, une fois qu'on a les outils, qu'on a les données, il faut d'abord les nettoyer. Donc, en termes d'analyse, c'est très important de faire le nettoyage de données. C'est même la partie la plus importante. Parce qu'on peut analyser n'importe quoi. Si on analyse des déchets ou si on analyse quelque chose qui n'est pas de bonne qualité,
on ne peut pas avoir de résultats de bonne qualité. Donc, le nettoyage de données est une étape qui est primordiale et qui doit nécessiter le plus haut niveau d'attention. Donc, c'est pas parce que ça a l'air niaiseux ou que ça a l'air facile que ça l'est forcément et que ce n'est pas important. Donc, le nettoyage de données inclut plusieurs étapes comme l'élimination des aberrations. Donc, si on veut traiter des données, est-ce qu'on a un symbole qui va empêcher l'import de certaines données? Est-ce que, par exemple, une des choses de façon ancestrale dans le système de gestion de données, une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas inclus les DR associés, donc DR bêta 3, DR bêta 4, DR bêta 5, c'est que le logiciel ne permettait pas à l'époque de compiler est-ce que l'allèle n'est pas présent ou n'a pas été testé. Donc, c'était le même code de résultat. Donc, ça a l'air complètement fou, mais il y a de la préparation qui se fait à l'avance aussi. Et quand vous implantez un outil, si vous pensez un jour vouloir utiliser ces données-là, ben, des fois, il y a des petites questions qui se posent à la base qui peuvent vous simplifier hautement la vie. Donc, une fois que les aberrations sont éliminées, ben, il faut convertir les données dans un format convenable. Donc, est-ce que votre système de données vous permet de séparer ce qui est en haute résolution, ce qui est en basse résolution, ce qui a été fait en NGS, en SSO, en SSP, en bidinal, donc en d'autres techniques, ou est-ce que c'est une conclusion et vous devez assumer par quelle technique ça a été fait? Donc, c'est toutes des étapes comme ça et de le reconvertir dans un format qui est convenable et qui peut être traité par ordinateur. Une dernière chose, la gestion de l'incertitude. Donc, j'ai mis ici deux exemples. Vous avez à droite, dans le fond, l'incertitude de typage, c'est-à-dire que ça, c'est parmi nos données, lesquelles n'étaient pas connues pour un ou plusieurs locus. Donc, à chaque endroit où un X est présent dans une case, c'est que la donnée est manquante. Donc, la première ligne en haut, on voit 2842 cas où on a un typage complet, donc A, B, C, DR, DQ et DB pour le HLA. Donc, on a toutes les informations. La deuxième ligne, il nous manque le DR, mais on a tout le reste des loci, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on gère, en fait, cette incertitude-là? Donc, soit qu'on doit éliminer des entrées, donc diminuer la taille de notre échantillonnage, ou on doit trouver un système pour pallier à cette incertitude-là. Nous, c'est l'option qu'on a choisie, donc l'outil de HLA.net permet, entre autres, de gérer les données manquantes comme ça, donc ça simplifie énormément la vie. Ensuite, l'autre type d'incertitude, ben, il y a l'incertitude de typage. Donc, si on a un résultat qui est incertain au niveau de l'allèle, donc on a un code d'allèle multiple, donc un code NMDP, est-ce que toutes les possibilités doivent être conservées? Est-ce que certaines peuvent être exclues? Donc, par exemple, dans la première ligne, il y a certains allèles rares que nous avons décidé d'éliminer parce que, effectivement, ces allèles-là sont rares, à l'exception du A02-629 parce qu'il se retrouvait présent au moins une fois dans notre donnée. Donc, c'est de réfléchir, en fait, aux stratégies et de trouver une cohérence dans l'application des règles et, dans le fond, de trouver des façons de traiter les données pour qu'elles soient utilisables. Donc, c'est pas parce qu'il y a de l'incertitude que tout n'est pas utilisable. Sinon, pour, par exemple, les deux lignes qui sont en rouge, ben, ce sont des incertitudes où il restait trop de possibilités. Donc, on a choisi d'éliminer plutôt que de rajouter du poids parce que plus on a d'incertitudes, plus on a d'imprécisions, plus les calculs sont lourds. Donc, pour faire les calculs, je n'ai pas pu le faire sur mon ordinateur de travail. J'ai dû utiliser des serveurs. Donc, au Canada, on a la chance d'avoir le système pan-canadien qui s'appelle Compute Canada, qui permet aux personnes qui sont affiliées avec un organisme universitaire de bénéficier à très faible, voire nul, de super ordinateurs. Donc, par exemple, pour faire certains des calculs qui sont dans la présentation ici, j'ai nécessité 40 processeurs, donc c'est un serveur qui a 40 processeurs dessus, avec 40 téraoctets de mémoire vive. Donc, c'est pas des ressources qu'on a à la portée de tout le monde, c'est des ressources qu'on peut vouloir utiliser une ou deux fois, mais il existe des soutiens qui peuvent permettre justement de pallier à ça, puis des fois même à très faible, voire coût nul. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Donc, je retourne aux données, fini pour les conseils pour l'instant.
L'équilibre de Hardy-Weinberg, donc j'ai mis aussi des définitions en haut. Donc, vous voyez la formule standard avec P et Q qui sont des situations à 2 allèles. Au HLA, on a plus d'allèles que ça, donc c'est la formule qui est en bas avec des développements avec des ellipses. Donc, c'est des situations très compliquées. La somme de tous les allèles est égale à 1. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très standard. Et si on rejette l'équilibre de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire si on rejette cette proposition-là, c'est-à-dire qu'on a une des influences qui sont à droite du graphique qui rentre en jeu, donc c'est-à-dire qu'on a présence de mutations de façon significative, parce que ces 5 points-là qui sont autour de l'équilibre de Hardy-Weinberg, qui est abrévié HW dans beaucoup de cas, ou HWE pour Hardy-Weinberg Equilibrium, je suis désolé pour l'anglais. Donc, ça assume qu'on n'a pas de mutation, qu'on n'a pas d'échange. Donc, autant des gens qui sortiraient de notre région ou des gens qui rentrent dans notre région. Donc, on n'a pas d'échange. Il n'y a pas de sélection naturelle qui rentre en jeu. Il n'y a pas de sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence pour un plumage plus coloré, par exemple, ou autre chose comme ça. Et on assume que la population est infinie ou de très, très grande taille. Donc, si on contrevient à un de ces points-là, l'équilibre peut être brisé. Dans les faits, comme c'était le cas dans la première étude, on est en équilibre de Hardy-Weinberg pour chacune des régions, donc à l'exception des régions 9, 10 et 11, donc qui sont vraiment vers le nord-est du Québec, donc qui sont très éloignés, très proches des grands centres urbains, et dans le fond, les infrastructures routières et de transport sont plus ténues, dans le fond, pour y accéder. Donc, c'est pour ça que c'est plus léger le recrutement. Montréal rejette tout de même l'équilibre d'Hardy-Weinberg, donc HWE, au niveau du HLA-B et du HLA-DR. Donc, pas au niveau de tous les locus, seulement au niveau de ces 2 locus-là. Parce que l'analyse se fait locus par locus. Donc, néanmoins, les conclusions qui sont présentes à propos de la région de Montréal sont toujours dans la présentation ici, à prendre avec un grain de sel, parce que Montréal est en flux. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas respectées pour un équilibre d'Hardy-Weinberg. Donc, les conclusions des autres tests peuvent être à prendre avec un grain de sel. Donc, c'est très intéressant ça. On a parlé d'hétérozygosité attendue un peu plus tôt, donc j'y reviens. C'est en fait, selon les fréquences de chacun des allèles, quelle proportion on s'attend à avoir, s'il y a un appariement totalement aléatoire, à avoir des hétérozygotes. Pour le HLA, c'est très haut. Donc, c'est comme on s'attend à le voir, donc entre 85 à 95% environ pour presque tous les locus, à l'exception du DP qui a un petit peu moins de variabilité, mais c'est quelque chose qu'on s'attend. Je l'ai quand même mis en rouge pour attirer votre attention, mais c'est quelque chose qu'on s'attend. L'hétérozygosité attendue est différente de l'hétérozygosité observée. Donc, HE et HO sur ma diapositive ici. L'hétérozygosité observée, c'est la proportion réelle d'hétérozygotes dans la population. Donc, c'est au niveau de ce chiffre-là ou de cette mesure-là qu'on va déterminer si les appariements sont aléatoires ou si on a une sélection qui est effectuée. Dans la prochaine diapositive. Donc, la neutralité sélective. Donc, comment est-ce qu'on mesure, plutôt que de juste compter, dire, ben, c'est différent de ce que je m'attends à avoir? Ben, il y a des tests pour ça. Donc, le test le plus commun, le plus utilisé, c'est le test de Ewens-Watterson, qui a été développé il y a quand même un certain grand nombre d'années, mais qui reste extrêmement utilisé et très pertinent pour ce genre d'observation-là. Et on observe dans cette mise à jour-là pas d'évidence de sélection, donc de pression de sélection au niveau du HLA-A, du DR-bêta-1 et du DP-bêta-1. Par contre, on a 6 régions, donc qui sont encerclées avec des cercles bleus et rouges, où on a un rejet de la neutralité de sélection, principalement au niveau du DQ, mais aussi au niveau des autres locus dans certains cas. Donc, en fait, ceux en rouge rejettent la neutralité de sélection au HLA-DQ, ceux en bleu à d'autres locus. Donc, c'est très intéressant aussi de voir que les régions où
il y a une certaine neutralité sélective, sont localisés particulièrement autour des grandes villes, donc ils sont illustrés avec des points jaunes. Donc, ce sont les plus grands centres urbains du Québec, qui comportent plus de 300 000 habitants pour les plus gros cercles. Donc, au niveau de la ville de Québec, qui est ici, au niveau de la ville de Montréal et Laval, donc qui sont agrandis ici également. Et en fait, des villes qui les suivent en taille, qui sont au niveau de Gatineau, au niveau de Sherbrooke. Donc, les régions qui comportent ces grands centres-là sont en général exemptes de neutralité sélective. Ce n'est pas une note de causalité, c'est simplement une observation de corrélation. Donc, je n'ai pas testé est-ce qu'il y a un lien pour... je fais simplement un disclaimer ici. Ensuite, ben, une des parties intéressantes, c'est de regarder les allèles qu'on a. Donc, je vais présenter seulement certains locus ici, donc les allèles du HLA-A, B et DR. Donc, on peut voir qu'en général, selon les régions, on a une certaine uniformité. Donc, on peut voir avec les diagrammes de boîte où les pourcentages ou les fréquences sont relativement bien groupés. Par contre, il y a certaines régions qui peuvent démentir un peu ces tendances-là et se retrouver un peu à l'extérieur des tendances, donc être un peu des outliers ou être des valeurs extrêmes, comme on pourrait les appeler. Et les chiffres que vous voyez sur le graphique sont en fait les numéros des régions. Donc, pitié, je vous demande pas de retourner et d'apprendre le numéro de chacune des régions. Je vous ferai un petit récapitulatif par la suite, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a certaines régions qui se démarquent par certains pourcentages ou certaines fréquences qui sont différentes des autres régions. Donc, par exemple, dans la région du Bas-Saint-Laurent, donc qui est le long du fleuve Saint-Laurent, juste au sud, on a une fréquence qui est un petit peu plus élevée de HLA A101 en rapport aux autres régions. Donc, c'est quand même une observation intéressante. C'est la même chose au niveau du HLA-B. Donc, on a des différences qui sont plus ténues ou moins marquées. On a des différences qui peuvent être aussi beaucoup plus drastiques, beaucoup plus prononcées. Donc, par exemple, on observe autour de 10% dans la plupart des régions, donc avec un peu de variabilité, de B702. Par contre, au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est à l'opposé complètement ouest de la province, on a une fréquence qui est quand même plus proche du 20%. Donc, il y a un enrichissement du B0702 dans la région d'Abitibi, donc qui fait une petite particularité pour cette région. À noter que ce que je présente dans les graphiques, c'est les HLA, les allèles qui ont une fréquence de plus de 5%. Parce que sinon, ça fait des très gros tableaux, des très gros graphiques, et j'ai aucune envie que trop de gens se déconnectent ce matin. Finalement, ben, pour le DR, ce qu'on peut voir aussi, pourquoi on l'a choisi, c'est parce qu'il y a certaines régions qui se démarquent, mais qui se démarquent avec des voisins, si on veut, c'est-à-dire des régions qui vont se tenir ensemble, même s'ils se démarquent du lot. Donc, c'est quand même des choses intéressantes. Mais, mis à part dire qu'on a des régions qui ont plus de valeurs éloignées au niveau des allèles fréquents, donc la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il y a eu un très fort effet fondateur et un goulot d'étranglement très prononcé, le Bas-Saint-Laurent qui est très similaire, le centre du Québec et l'Outaouais aussi. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, on calcule la distance génétique. Donc, la distance génétique peut facilement être rapportée sur un graphique et comprendre toutes ces différences-là. Ce qu'on a opté, en fait, c'est plutôt que l'approche de la première étude pour un positionnement multidimensionnel non métrique, donc auquel je vais juste glisser un mot à la prochaine diapositive. Pardon. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certaines régions qui se retrouvent éloignées des autres, donc qui ont une distance avec la masse ou avec la majorité des autres régions, donc qui se démarquent. Quand on prend toutes ces petites différences-là, ben, on voit cet effet-là sur ce genre de graphique-là. Et donc, le Bas-Saint-Laurent, sans grande surprise, qui est ici, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il y a eu un très fort goulot d'étranglement qui est très bien documenté. Le centre du Québec, qui est très central, mais qui était séparé par le fleuve des grands axes routiers. Donc, il n'y avait pas
de grandes routes qui permettaient d'y accéder, donc ça faisait un certain éloignement. Donc, on peut revoir, en fait, au niveau de la distance génétique, tous les petits impacts comme ça, et c'est extrêmement intéressant. Donc, le positionnement multidimensionnel non métrique, aussi appelé NMDS, permet en fait de prendre une dimension en plusieurs points et de le rapprocher en deux dimensions, donc ou en plusieurs, là, mais ça permet de réduire les dimensions. Une des choses, pour ceux qui auraient remarqué, au graphique précédent, il n'y avait pas de distance ou de mesure parce que ces distances-là ne sont pas importantes. En fait, c'est la gradation de la distance qui est importante. C'est-à-dire que j'ai un point ici qui est plus distant de cet autre point-là, donc je vais conserver en fait cette distance-là. Donc, il y a certains avantages aux différences métriques ou non métriques, mais c'est l'approche qu'on a utilisée. Donc, au niveau des impacts concrets, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, les données d'études de population? Ben, on remarque en fait qu'on a une forte variété d'allèles qui diminue la probabilité de trouver un donneur compatible. Et aussi, si on a un manque de représentation de notre population parmi les donneurs, ben, on va avoir le même effet. Donc, je vais développer ça un petit peu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des simulations de patients-donneurs. Okay? Donc, ça fait beaucoup de données. C'est l'étape à laquelle on a dû utiliser des superordinateurs. Donc, pour chacune des régions, parce que chacune des régions représente sa propre population, le Québec n'est pas une population au sens technique du terme, on a calculé les fréquences alléliques, on a converti ça en fréquences d'haplotypes, dans le fond, pour calculer les haplotypes. On a calculé tous les génotypes. Donc, les haplotypes comportent seulement une série de chacun des locus. On a calculé tous les génotypes possibles et leur fréquence estimée, ce qui fait des tonnes de permutations. Et pour chacun des génotypes, on a calculé la probabilité de trouver un donneur qui était compatible, étant donné la taille de population pour chacune des régions. Ça fait des tonnes de calculs. J'ai essayé de le résumer le plus simplement possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ça donne un tableau de ce type-là où chacune des régions est simulée en termes de patients, de receveurs, et on va chercher des donneurs dans chacune des autres régions. Et ce qu'on remarque, qui est très notable, c'est que on a une diagonale qui est plus proéminente où on a une plus forte chance de trouver quand on cherche dans la population d'où notre receveur vient. Ce qui est très bien connu, mais c'est juste intéressant de le mesurer. Donc, voilà, je passe rapidement là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à poser des questions. Au niveau des Premières Nations, parce que je veux finir là-dessus, on a décidé aussi d'approcher différentes communautés. C'est un projet de longue haleine, donc on a débuté le projet en 2015 et il est encore en cours. Donc, c'est extrêmement long comme projet, mais c'est très important de respecter aussi les temps pour respecter en fait les différents niveaux d'approbation, d'agrément, etc. Donc, on a dû arrêter pendant la pandémie. On est en reprise, ce qui explique aussi les délais prolongés. Le but de l'étude était de déterminer les présences de différences entre les différentes nations, de déterminer s'il y avait des différences entre les nations et les Québécois, et de voir s'il y avait des allèles ou des haplotypes rares, et quel était l'impact sur la recherche de donneurs. Donc, plutôt que d'aller vers une collecte de données existantes, comme pour l'étude de population au Québec, on a été vers une étude dirigée, donc qui coûte plus cher, mais qui permet d'avoir des réponses à nos questions beaucoup plus ciblées. Il y a plusieurs acteurs, en fait, puis ça, c'est une étude avec les Premières Nations, dont des Autochtones. Donc, c'est très important de respecter les différentes étapes. Donc, nous, on a plusieurs services d'impliqués. On a le C3S PNQL, donc qui est un représentant gouvernemental. Et tout le monde ensemble, on discute avec les nations pour arriver à des accords et pour parvenir à du recrutement. Ça a donné quelque chose de concret. On a eu plusieurs personnes inscrites qui ont mené à une grande quantité de typage HLA. On a 2 nations pour lesquelles le recrutement est terminé. Et donc, juste des petites conclusions rapides. On est en équilibre d'Hardy-Weinberg pour tous les loci chez ces 2 nations-là. On a des valeurs d'hétérozygosité attendues qui sont très similaires à celles qu'on observe pour le Québec. Et on rejette la neutralité de sélection à un locus seulement. Donc, il y a peut-être un petit peu de pression de sélection. Mais c'est à déterminer, c'est très léger.
On a aussi déterminé les allèles qui sont plus rares. On a comparé aussi avec le Québec. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a des différences, comme ce qu'on attend. Donc, je passe rapidement. Vous avez les diapositives si vous voulez aller voir les détails, mais on a des allèles qui sont, dans le fond, plus fréquents chez les Québécois et on a d'autres allèles qui sont plus fréquents dans la nation elle-même, donc en rouge et en jaune respectivement. Donc, on peut voir au point par point ou à la pièce ces différences-là. Même chose pour la nation B. Donc, je peux pas les nommer pour l'instant parce que je dois avoir leur accord pour le faire, mais quand même, c'est très intéressant. Finalement, ben, au niveau de la distance génétique, si on met ça tout ensemble, on peut voir qu'on a une certaine distance ou une certaine différence entre nos nations A et nos nations B de la population québécoise. Mais on a aussi une différence entre ces nations-là. Donc, c'est connu que les nations sont différentes, mais on voit cette répercussion de la différence au niveau de l'histoire qui se répercute sur le HLA. Donc, c'est extrêmement parlant. Finalement, au niveau de la recherche de donneurs, ben, on a des niveaux pour les nations A et B qui sont à peu près équivalents à une recherche dans des régions qui sont en halo, si on veut, donc qui sont des populations différentes, parce que c'est ce qu'on observe. Et on observe effectivement cet effet-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut recruter chez les Premières Nations, justement pour améliorer l'équité pour les patients qui proviennent de ces communautés. Donc, je conclue rapidement parce que c'est à peu près tout le temps qu'on a. La province du Québec comporte certaines particularités, dont plusieurs sous-populations hétérogènes. Donc, c'est une population qui est composée de sous-populations. Il y a beaucoup d'outils qui permettent l'analyse et c'est très important de bien faire l'analyse pour avoir des résultats de qualité. Et finalement, une meilleure compréhension, ça permet de favoriser l'équité pour les patients en cherchant des donneurs compatibles. Je vais m'arrêter ici et on va prendre des questions. Merci beaucoup, Dr. Richard et Dr. Lemieux, pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant passer à la session des questions et réponses sur ce webinaire. Permettez-moi de faire la première question. D'abord, un grand merci de nous faire voyager dans la génétique moléculaire de la population québécoise et son installation dans le territoire des Premières Nations. Alors, quand je vois votre présentation, vous avez parlé d'une grande consanguinité sur certaines localités. Vous avez parlé d'une basse diversité génétique. Et en même temps, vous avez parlé d'une grande hétérogénéité. D'après mon expérience, sur des populations qui est bien homogène et avec beaucoup de consanguinité, l'un peut s'attendre facilement à avoir beaucoup plus d'homozygosité au niveau allélique comme haplotypique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler plus, expliquer pourquoi cet effet opposé c'est arrivé à Québec? Tu réponds? Ben, vas-y, puis je compléterai. C'est bon. La région a quand même une diversité qui est loin d'être nulle ou qui est loin d'être faible. Donc, il y a quand même une diversité qui est présente. Là où le bas blesse, donc ce qui fait un problème, si on veut, c'est que cette diversité-là se fait à l'extérieur des diversités qui sont connues pour les populations européennes, même du reste du Canada à la limite. Donc, il y a une diversité qui est alternative en raison de tous les brassages, de tous les mouvements de population, de l'histoire. Donc, la diversité n'est pas la plus élevée, mais est quand même présente. Je ne sais pas si ça répond à votre question, docteur Chentois. Pas vraiment, parce que moi, si je vois Québec comme un noyau d'immigrants de différentes places européennes et anglo-saxonnes et qui se sont plus ou moins isolés dans leurs histoires, dans des régions de Québec, je m'attendrais à avoir au moins par localité une grande pénétrance des homozygosités plutôt que hétérozygosités. Peut-être Québec, en gros, il y aura une diversité et
de l'hétérozygosité. Mais il y a eu quand même des mélanges de population au niveau des régions. Euh, c'est toujours une question de dosage. Seule la dose fait le poison, comme un grand philosophe disait. Euh, on est à des niveaux de mélange qui sont pas à des niveaux majeurs, donc qui ont peut-être un effet qui est moins prononcé, donc qui est un petit peu plus, un petit peu plus difficile à voir ou difficile à observer. Mais ouais, je suis d'accord avec vous. Euh, Le docteur Richard a plus de... Non, ben c'est difficile à expliquer, c'est difficile même à comprendre. En fait, je pense qu'on n'a pas de réponse définitive et claire. Euh, Moi, j'imagine qu'avec le temps, lorsqu'on va refaire une autre étude, parce que ces études de population-là, c'est bien de les refaire aux 10 ans parce que ça nous permet de voir comment évoluent nos populations. Euh, je pense qu'on va avoir intérêt à refaire l'étude. Là, la deuxième a été faite en 2022, donc en 2032, ça va être extrêmement intéressant de voir où est-ce qu'on en est rendu au niveau de l'hétérozygosité, par exemple. Effectivement, quand on pense que certaines régions ont subi des doulots d'étranglement et de la consanguinité, c'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas l'homozygosité à laquelle on s'attendrait. Ouais. Oui, effectivement. Mais je peux pas en dire plus. En fait, c'est un peu un mystère pour nous aussi. Euh, Puis c'est sûr que ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'à travers les régions, les Québécois sont réputés pour être enracinés. C'est-à-dire que un Québécois qui va venir au monde dans une ville va, oui, au cours de sa vie, changer de ville probablement, mais il va souvent rester dans la même région. Donc, le fait qu'on regarde de région en région et qu'on retrouve des populations différentes d'une région à l'autre, mais ça vient un peu conforter ce fait-là d'enracinement. Le fait qu'on n'ait pas l'homozygosité attendue, là, par contre, ça reste un mystère aujourd'hui, je pense. le peuple québécois est très mystérieux à certains égards. Nous sommes très accueillants, mais très mystérieux. Excellent, excellent. Peut-être aussi, c'est l'environnement, le phénotype qui a changé, le génotype. On est en train de voir une diversité qui est rapide dans le HLA. Je ne sais pas moi. Ben oui, puis une des choses qu'on remarque au niveau des analyses de tous les jours, c'est qu'on a quand même certains nouveaux allèles ou des allèles qui ne sont pas rapportés que je tente de soumettre petit à petit. Malheureusement, la charge de travail ne me permet pas d'aller aussi rondement que je le souhaiterais, mais nous avons quand même certains allèles en soumission, donc des nouveaux allèles qui proviennent soit de personnes migrantes ou même de personnes de descendance européenne établies au Québec il y a quand même plusieurs années. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. C'est certain que si on parle en termes de génétique de population, à ces égards-là, il y a un certain niveau d'immigration et d'émigration qui se produit. Donc, on viole les principes de l'équilibre de Hardy-Weinberg, mais pas en proportion suffisante pour exclure l'équilibre de Hardy-Weinberg. Donc, c'est un peu quand je parlais de la dose, c'est que il y a un certain niveau, mais il n'y en a pas suffisamment pour qu'on voit un impact. Ben, sauf à Montréal. Sauf à Montréal. Parce qu'on sait que Montréal, c'est un peu le centre de l'immigration au De Québec. l'immigration. Les immigrants arrivent à Montréal, passent par Montréal. Donc, c'est probablement pour ça que Montréal n'est pas en équilibre et que était pas en équilibre et encore aujourd'hui n'est pas en équilibre. OK, excellent, merci. J'ai une seule question de notre HI présidente, Dr. Anne Halpin.
Merci, excellente présentation. Mon français ne soit pas parfait. C'est dommage. Pensez-vous qu'un test CPRA basé sur les allèles serait plus précis pour ces populations intéressantes du Québec? Le test CPRA actuel représente-t-il un désavantage pour un certain de vos patients? Uh, please, I'll ask you again in English next time I see you. Nous aurons la chance, Anne, sans problème. Mais Oui. je crois que c'est une question qui mérite d'être étudiée et je sais qu'avec une très grande pertinence, le calculateur de CPRA canadien comporte justement des modalités de province. Donc, le CPRA pour un patient québécois, pour un patient albertain, pour un patient de l'île du Prince-Édouard ne sera pas forcément le même, justement parce qu'il y a des différences HLA marquées au niveau des différentes populations. D'ailleurs, si la Société canadienne du sang voulait faire un partenariat avec nous pour évaluer les différences entre les différentes régions au niveau du Canada et le Québec, entre autres, c'est une main tendue de notre part. Mais je pense qu'effectivement, c'est une question qu'il faut se poser, mais que nous n'avons pas eu le temps de nous poser encore. Ah ben, merci beaucoup. Donc, je crois que nous sommes à temps là. Ça fait déjà 11 heures. Et un grand merci pour vous, Dr. Richard, Dr. Lemieux, et Merci. toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Et au revoir à notre Hachi par votre langage. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir.